Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois quelqu'un que je croise beaucoup. C'est très rare qu'il y ait un événement qui implique de l'humour en Belgique sans qu'il soit dans les parages. Ça fait des années qu'on se croise et aujourd'hui je suis obligé de lui avouer que je ne sais pas bien ce qu'il fait dans la vie. Je reçois l'homme derrière La vie est une fête, Jonathan Cartelli. Comment ça va ? Ça va très bien et bienvenue chez moi. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, c'est trop bien. Merci d'accepter de faire le podcast. Est-ce que toi-même t'es consommateur de podcasts ? Oui, beaucoup. En fait, je fais beaucoup de routes de par le taf et donc j'écoute beaucoup de podcasts en voiture, ouais. Et qu'est-ce que tu écoutes ? Les classiques, Floodcast, 4 quarts d'heure, ton podcast, Les gens qui doutent bien sûr, Café au Losset à l'époque, enfin vraiment beaucoup. Et mon petit plaisir inavouable, c'est les grosses têtes. J'aime beaucoup écouter les grosses têtes. Mais je t'avoue que j'écoutais beaucoup les grosses têtes avant quand je faisais de la route et que je ne connaissais pas les podcasts. Ah voilà, écoute, moi j'aime bien retourner à la base, ne serait-ce que pour m'endormir, j'aime beaucoup les grosses têtes parce que je me dis si je rate un truc, c'est pas grave, tu vois. Ok, j'avoue. Aujourd'hui dans le podcast, je me mets en difficulté parce qu'on va parler de tout un pan du milieu de l'humour que je maîtrise pas du tout. Parce que moi, j'ai pas de prod, j'ai pas de manager, tu vois. Même pour ça, je cherche mes termes. Alors, quand on va sur ta page Wikipédia, on voit que tu travailles pour La vie est une fête. Attends, j'ai une page Wikipédia ? Ah, pas Wikipédia, pardon. Ah, tu m'as fait flipper là. LinkedIn. Ah oui, ok, Excuse-moi. ça j'ai. Tu n'as pas encore la page Wikipédia, mais n'hésitez pas, les auditeurs, si vous voulez faire une page pour Jonathan Cartelli. Chez vous, il y a plein de trucs à raconter, quoi. Quand on va sur ta page, on voit que tu travailles pour La vie est une fête et pour Back in the Days. Donc, on va commencer à la base. La vie est une fête, c'est quoi ? La vie est une fête, c'est la boîte que j'ai créée seule. J'ai commencé ça en 2018 parce que, alors pour tout refaire du début, je connais Florence Mendes depuis presque 20 ans, je crois. On se connaît via un site qui s'appelle parano.be, qui était une espèce de Facebook avant l'heure, une espèce de site communautaire qui organisait des soirées sur Bruxelles. Enfin, il y avait vraiment tout un truc autour qui fonctionnait très bien. Il faisait des soirées où il y avait des milliers de personnes. Enfin, c'était vraiment un gros truc, quoi. Ok. Et malheureusement, ça n'a pas perduré. Une fois que Facebook a ouvert, ça a planté. Et je pense que le mec qui a ouvert parano.be doit regretter tous les jours de ne pas avoir réussi à prendre le train en marche. Mais précédemment, mon taf, avant celui de producteur d'humour, c'était aux Jeunesses Musicales. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est une ASBL qui organise des concerts dans les écoles. Ah oui, ok, oui. J'avais déjà un petit réseau sur Charleroi, en tout cas pour le culturel et pour les centres culturels et les écoles, etc. Florence commençait à faire de l'humour. Elle est venue faire la première partie de Dan Gagnon à l'Éden de Charleroi, qui est une salle avec laquelle je collaborais déjà depuis très longtemps pour plein de choses, dont les Jeunesses Musicales. Et donc, je lui ai dit, écoute, on pourrait peut-être organiser une date de ton spectacle complet qu'elle était en train de débuter là, dans la petite salle de l'Éden, parce qu'il y a 2 salles, une de 100, une de 300. Elle m'a dit, let's go, on essaye. Et en fait, c'était complet assez vite. Du coup, on est passé dans la 300. Ça a été complet assez vite. Et puis, la date s'est déroulée sans trop de soucis. Et puis, Florence m'a dit, si tu veux continuer à trouver d'autres dates ailleurs, vas-y, quoi. Faut savoir qu'à l'époque, en 2018, il y avait encore peu de gens qui s'occupaient des humoristes. Même le stand-up était un peu loin de ce qu'il est maintenant. En tout cas, il y avait beaucoup moins de propositions, beaucoup moins de possibilités. Et donc, du coup, je me suis un peu retrouvé là à faire ce que je faisais déjà à l'époque pour les écoles, mais dans un cadre qui m'intéressait un peu plus, et du coup, l'humour, quoi. Et donc, ça a démarré comme ça. Avec les années, ça a un peu changé. Donc, au début, c'était juste trouver des dates pour Florence. Puis ensuite, il y avait une petite dame qui s'occupait de la presse de Florence qui s'appelait Fanny Ruet, qui sortait de ses études de com et qui s'est très vite rendu compte que la communication n'était pas son fort. Et du coup, elle a aussi commencé à faire un peu d'humour. Et pareil, je lui ai dit, écoute, si jamais tu veux faire ça plus sérieusement et que tu sens que voilà, c'est la voie que tu veux prendre et que tu vas travailler à 1 heure, etc., je serais ravi de bosser avec toi. Puis hop, c'est parti avec Fanny, puis ça s'est bien passé. On a très vite eu France Inter, Montreux, sa vidéo sur le malaise qui a buzzé. Et donc voilà, après, moi, j'ai appris sur le tas en même temps que Florence et Fanny qui, on était un peu à l'impro, quoi. On savait pas quoi faire, on recevait des demandes, on apprenait à les gérer, on apprenait à louer des salles, à gérer des billetteries, etc. Ok, donc au départ, tu t'occupais juste de faire en sorte qu'ils jouent dans des salles un peu partout. Ouais. Mais comme à l'époque, il y avait moins d'attente et d'intérêt pour le stand-up que maintenant, beaucoup de salles n'étaient pas intéressées par ça parce qu'ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et donc du coup, assez vite, on a dû se retrouver à louer nous-mêmes avec notre petite sono sur le dos et arriver dans un lieu, installer notre sono et tout gérer tout seul, quoi. C'était une très bonne école, je trouve, pour apprendre à gérer un peu tous les tafs qu'il y a autour du spectacle vivant. Tu sais, j'ai jamais fait de régie et là, je me retrouvais à devoir gérer le son pour une salle de 150 personnes alors que j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Heureusement, et je les remercie, il n'y avait pas trop de top son dans leur spectacle à l'époque. Oui. Ça commence à changer un peu pour Fanny. Chacun fait ses choix de vie, mais en tout cas, à l'époque, c'était assez facile à mettre en place, donc c'était cool. Oui, c'est sûr, c'est très stand-up. Il y avait juste un verre d'eau, un tabouret, un micro et on était parti pour 1 heure, quoi. Oui. Que maintenant, c'est vrai que Fanny, elle a tout un décorum. C'est un 2e spectacle, donc j'entends aussi qu'il faille un peu glow up le truc. Et donc oui, maintenant, il y a un décor, il y a des top sons, il y a des changements de lumière et c'est
tout à fait positif pour le spectacle. Oui, c'est encore plus pro, quoi, mais ok, ouais. Vraiment, on découvrait ça ensemble, quoi. Donc, on y allait un peu à tâtons et on n'a pas eu trop de mauvaises surprises, mais des trucs parfois un peu aléatoires à jouer dans des salons, enfin, vraiment des trucs un peu particuliers, quoi. Donc, après, il y a eu d'autres humoristes qui se sont rejoints à l'équipe. Donc, il y a eu PE, que j'ai rencontré, que j'ai proposé qu'on fasse une date, et puis hop, on a fait une date, et puis on a fait plein de dates. Et puis Dena, et puis Florent, et puis voilà, pas mal d'humoristes. Et le Covid arrive. Juste avant le Covid, Fanny signe dans une prod française qui s'appelait Olympia à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Et cette prod-là s'occupait de Paul Mirabel. Et donc, très gentiment, ils m'ont proposé de m'occuper de Paul Mirabel pour la Belgique, ce qui était pour moi un gros glow-up, puisque à la base, je m'occupais surtout d'artistes belges. Donc là, du coup, pouvoir avoir des grosses salles avec des artistes français, bah, c'était cool. Il fallait louer la salle, gérer la billetterie, un peu comme je faisais pour les Belges, mais avec un artiste français, quoi. Ok, et dans ce cas-là, du coup, tu travailles pour cette prod-là ou Non, en fait, collaboration, comment ça se passe? Si on commence à utiliser les termes appropriés, ça s'appelle producteur local. Ok. Et donc, je me situe producteur local pour la Belgique, pour Paul Mirabel. C'est-à-dire que toutes les dates qui se font sur le territoire belge, c'est moi qui les gère, quoi. Soit je les produis moi, soit je les vends, mais en général, on les produit plus nous-mêmes. Ok. Et tu l'as fait après aussi pour Jérémy Crédville. Et après, oui, après ça a ouvert des portes vers plein d'autres artistes. Mais je pense que vraiment le game changer, pour prendre des noms de podcasts, c'est Paul Mirabel qui était en pleine explosion après son Montreux. Et donc, on a eu pas mal de dates qui affichaient complet très vite. Et donc, le Covid arrive, tout ça est mis entre parenthèses. Il faut savoir que donc à l'époque, j'étais encore employé à côté de ça et je faisais ça en plus. J'avais dû mettre pas mal d'acomptes pour bloquer les salles. Tu sais, un Cirque Royal, un forum, etc., tu dois mettre des fonds pour bloquer ces salles-là. Tout cet argent-là, forcément, est bloqué pendant le Covid, donc il n'y a plus de rentrée financière. Donc là, la question se pose de est-ce que c'est encore viable de continuer après ou est-ce que en fait ça ne marchera pas? Et les choses font que le Covid passe comme tout, les dates sont reportées et au final, on arrive en serrant un peu les dents à arriver jusqu'au jour de ces dates et à récupérer notre argent et tout va bien, quoi. Ok. Et on est très content. Et après tout ça, je décide de prendre tous les sous que j'ai mis de côté, de démissionner de mon taf et de me dire voilà, je me laisse 1 an pour vivre de ça, essayer en tout cas. Et si au bout d'1 an ça marche pas, je retournerai vendre des appareils photo chez Mediamart, ce que je faisais quand j'étais jeune, ou tu vois, un truc alimentaire, mais en essayant quand même pendant 1 an de faire un truc qui me plaît, quoi. Ok. Et donc ça, c'était... personne ne vérifiera la date de toute façon, mais je crois que c'était décembre 2020. Et donc janvier 21, je me retrouve indépendant. Donc évidemment, j'avais des spectacles à l'avance, parce que tu sais très bien qu'on cale ça presque 1 an à l'avance, encore plus maintenant, mais à l'époque déjà, on avait des trucs... Donc on voyait venir des dates, donc on savait que l'année devrait bien se passer, en croisant les doigts, que tout se vende bien, qu'il n'y ait pas une nouvelle maladie qui bloque tout, etc. Ouais. Et assez rapidement, dans cette année charnière, Back in the Days, donc, qui est une boîte de production musicale qui est à la base gérée par De Carolo de Charleroi comme moi et que donc je connais bien parce qu'on a déjà fait des projets ensemble par le passé, des clips vidéo, etc. M'envoie un message en me disant écoute, on a vu que tu t'occupais de Paul Mirabel et c'est pour ça que je te dis que c'est un game changer parce que comme Paul Mirabel était le plus connu des stand-uppers et qui ramassait un large public, que ce soit des jeunes, des plus vieux, enfin tu vois, c'était vraiment une très belle mise en avant pour moi. C'est vraiment le gros succès de ces dernières années. Bah oui, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir. Et donc, ils m'ont dit, voilà, on voit que tu fais Paul Mirabel. Nous-mêmes, de notre côté, on se dit que l'humour, ça pourrait être intéressant aussi. Est-ce qu'on peut se voir pour en discuter? Évidemment, je vais à Bruxelles, je vais dans leur bureau, on discute. À la base, vraiment entre potes, parce qu'on se connaît depuis 10 ans et donc on boit un verre. Et voilà, ils essaient de comprendre comment ça fonctionne de mon côté, comment je fais ça, etc. Et assez rapidement, on se dit que peut-être qu'il y a un truc à faire ensemble. La première discussion était en avril et je pense qu'en juillet, on décide de s'associer. Et donc, on monte une structure qui est englobée dans Back in the Days, mais qui est une structure indépendante de Back in the Days, sans rentrer dans les détails pratiques. La vie est une fête devient principalement... Alors, c'est maintenant qu'on est dans les termes pour de bon. Et tout ça est de la théorie, parce que tout ça est très mobile et tout ça change régulièrement et les noms ne sont pas toujours fixes. Mais Back in the Days et La vie est une fête sont distincts du fait que La vie est une fête, c'est du management. Donc, je m'occupe, en fonction des humoristes, c'est pas toujours la même chose, mais de gérer l'agenda, de gérer les demandes diverses et variées, que ce soit des corpos, donc des soirées professionnelles, ou des demandes un peu plus particulières. Enfin bref, je m'occupe de gérer tout ce qui est demande, de gérer les agendas et de les aider. Enfin, tu vois, si jamais elles ont des questions ou ils ont des questions, tiens, est-ce que tu penses que cette vidéo est cool? Moi, je changerais peut-être ça. Enfin, tu vois, vraiment un soutien, un conseil. Et à côté de ça, Back in the Days, c'est de la production pure, c'est-à-dire que on loue des salles, on organise des billetteries et on fait le spectacle, quoi. Donc, c'est vraiment 2 trucs distincts. Comment tu gagnes ta vie là-dedans? Pour La vie est une fête, c'est très facile parce que je suis seul.
Donc c'est moi qui prends un pourcentage sur les dates qui sont vendues, par exemple, qui va de 10 à 15% en fonction de la personne, en fonction du projet, etc. En fait, Back in the Days, c'est pareil aussi, parce que quand on produit des dates, nous, on prend un pourcentage des recettes et l'artiste part avec le reste, quoi. Et donc nous, notre rentrée financière, c'est ce pourcentage qui est de 10-15%. Quand ce sont des prods, ça peut un peu varier. Enfin, après, il y a pas mal de termes techniques qui vont engluer tout le monde et donc on va pas du tout en parler, mais il y a beaucoup de façons de produire un spectacle. Tu vois, tu peux faire un partage de recettes, tu peux faire un montant fixe par billet vendu, enfin, il y a pas mal de configs, mais en gros, on part avec un pourcentage des recettes, quoi. Et c'est comme ça qu'on se rémunère. Ok, donc toi, tu avances l'argent pour la salle et après, tu te rembourses avec les ventes de tickets et tu payes l'artiste. Exactement. Et on prend aussi en charge l'hôtel, le train, la nourriture. Enfin, voilà. Le but, c'est que moi, mon souhait, ça a toujours été, même en créant La vie est une fête, que les artistes puissent se concentrer sur la création et sur l'artistique et qu'ils ne doivent pas s'occuper des détails à côté, quoi. Que ce soit les trajets, que ce soit où on va manger, où est-ce qu'on dort, etc. Tout ça, j'ai toujours voulu que ce soit ma part du taf et qu'eux puissent bosser à fond sur leur écriture ou sur... Enfin, tu sais très bien que la plupart des artistes sont stressés avant de monter sur scène. Oui. T'as pas envie d'aller leur rajouter une couche supplémentaire en leur disant « Putain, on va être en retard pour le train, etc. » Ça, c'est moi qui absorbe ce truc. Okay. Et eux, ils ont juste à stresser pour leur spectacle, quoi. Mais donc, tu gères tout seul La vie est une fête ? La vie est une fête, je suis tout seul. Mais bon, après, comme je dis, c'est plus du conseil, finalement. Donc, c'est comme je travaille qu'avec des amis, PE m'appelle et on discute. Et même si on travaillait pas ensemble, on aurait cette discussion. C'est juste que là, la chance fait qu'on bosse ensemble et donc c'est trop cool. Mais PE, tu gères pas son agenda, alors ? PE, je gère son agenda parce qu'il est dans La vie est une fête. Ok, ouais. Et donc, en fait, la chance que j'ai, c'est que je bosse qu'avec des potes, quoi. Honnêtement, c'est pas un travail qui me demande beaucoup de temps supplémentaire par rapport à la vie privée, si tu veux. Okay. Parce que téléphoner à Fanny ou passer du temps avec Fanny, de toute façon, elle habite à 2 rues d'ici et on le fait. Et enfin, c'est pareil pour tous les artistes avec qui je bosse sur La vie est une fête. Back in the Days, c'est différent. Ce sont des artistes, pour la plupart, étrangers, avec qui je n'ai pas d'interaction en dehors du moment où ils viennent jouer chez nous, quoi. Donc Paul Mirabel, c'est quelqu'un que tu as vu le jour de sa date. Ouais, après, tu sais que le milieu est pas très grand. Et donc forcément, via, on se croise à une soirée, on se croise à une avant-première, on connaît des gens qui connaissent des gens. Donc finalement, il y en a qui deviennent des amis, d'autres pas, mais après les relations sont assez cordiales avec tout le monde parce qu'en fait eux ils viennent en Belgique, ils sont déjà contents de venir jouer, toi tu les accueilles, tu essaies de faire du mieux que tu peux pour qu'ils soient en kiff en rentrant chez eux en se disant putain en Belgique on est trop bien accueillis, les gaufrites c'est trop bon, ils savent où nous emmener, etc. Enfin tu vois, donc au final c'est que quelque chose de positif, quoi. Mais donc tous les artistes, tu l'as dit, c'est que des amis, mais est-ce que tu envisages de faire grandir La vie est une fête avec plein d'artistes que du coup avec qui t'as pas de contact personnel, ou alors c'est vraiment l'idée de continuer comme ça avec une équipe de gens que tu connais proches de toi ? Non, en vrai, La vie est une fête, j'avais même décidé de plus prendre de nouveaux artistes parce qu'en fait, la prod avec Back in the Days prend beaucoup de temps. Puis j'ai pas mal d'autres projets aussi à côté qui me plaisent et qui me prennent du temps. Et pour pouvoir offrir un service de qualité aux artistes qui sont dans La vie est une fête, je m'étais dit... il faut pas en prendre plus, quoi. Parce que tu vois, si t'en as trop, tu peux pas consacrer autant de temps et d'énergie à chacun. C'est un peu comme quand t'es parent et que t'as plein de gosses, à un moment donné, tu peux pas être aussi attentif à chacun que si t'en as 2, quoi, tu vois. Et puis ensuite, y a eu Alba et Mélanie Akari, que j'ai d'abord rencontrées avant de les découvrir sur scène, et où je me suis dit, j'ai envie de travailler avec elles. Et donc, du coup, on a quand même bossé ensemble, malgré que je m'étais dit que je prendrais plus personne. Et voilà, je suis très content de ça. Mais donc, dans l'équipe, il y a PE, Dena, Lisa Delmoitier, Florent Losson, Mélanie Akari et Alba. Attends, et j'ai oublié Fanny Ruet et Florence Mendes. Je crois qu'on est bon, ouais. Et Florent, je vois qu'il travaille aussi avec... Il a aussi une manager à côté. Et donc là, c'est différent. Est-ce qu'on dit manager ou manageuse ? Je ne sais pas. On va poser la question aux éditeurs. Managereuse, on peut dire. Oui, donc c'est Clémence Braque. Et là, pareil, en fait, il y a 3 ans, on était au Festival d'Avignon avec pas mal d'humoristes belges. Ça s'appelait Les Belges à Avignon. Ouais, on va en reparler après. Voilà. Clémence Braque travaillait également... Enfin, elle faisait un peu le même taf que moi, mais en France. Et elle est venue voir les Belges et elle m'a dit, écoute, si tu signes Florent... moi, je veux bien m'occuper de la France, quoi. Et donc, du coup, en fait, on l'a un peu adopté, Florent, et du coup, on s'occupe de lui tous les deux, quoi. Elle plus pour la France, et puis aussi, moi, je m'occupe pas de tout ce qui est mise en scène et artistique en règle générale, à part les vidéos ou l'écriture éventuellement de chroniques, mais je veux dire, tout ce qui est mise en scène, etc., j'y connais rien, c'est pas mon milieu. Et elle plus, et donc elle donne plus de conseils sur ce genre de choses, sur la DA vestimentaire de Florent, tu vois, ce genre de trucs que moi, pas forcément des trucs que je gère. Donc, on se partage un peu le taf comme ça, quoi. Qui est le plus dur à manager ? Personne, hein. Ça c'est la bonne réponse. En fait, ils sont tous très différents. Okay. Tu vois, Fanny, par exemple, elle est très indépendante.
comme je te disais, on a appris pas mal de trucs ensemble. Et donc, elle a créé des tableaux Excel parce qu'elle adore ça. Elle est très organisée. Et ce sont des tableaux Excel que j'utilise depuis 5 ans avec tout le monde maintenant. Tous les humoristes ont le même tableau Excel que Fanny a créé. PE, on est plus dans la relation de potes où parfois on s'appelle juste, on n'a rien à raconter, mais juste on s'appelle ou juste on va aller manger un truc ou tu vois. Donc c'est vraiment des relations très différentes et il n'y a pas vraiment de personnes plus difficiles que d'autres à manager pour être très honnête avec toi. C'est juste que, comme avec les gens en règle générale, les relations sont différentes, quoi. Donc on a expliqué un petit peu manager, on a expliqué la prod, il y a aussi la diffusion. Dans ce cas-là, quel est ton rôle là-dedans ? Alors attends, parce qu'il faut aussi que je te précise un truc au sujet de la production. N'hésite pas. C'est que en France et en Belgique, il y a 2 façons différentes de voir la production. Ok. Si tu veux, il y a, comme nous on fait avec Back in the Days pour les artistes français, c'est-à-dire on produit leurs dates. Donc c'est vraiment très sporadique et ils viennent, ils font 3-4 dates belges et puis ils repartent chez eux. Okay. C'est de la production de dates. Mais il y a aussi des producteurs qui se mêlent plus de la construction du spectacle. Et là, nous, on ne fait pas ça. Moi, je ne fais pas ça, ni avec La vie est une fête, ni avec Back in the Days. Mais par exemple, un exemple en Belgique, on a Guillaume, qui lui fait la production de Sacha Ferrat, par exemple. Ouais. Mais lui, il intervient dans le contenu web, il le conseille, il prend en charge l'affiche, il prend en charge la com s'il y en a. Okay. Donc c'est vraiment une façon différente de faire de la production. Et en France, la plupart des productions font ça. C'est-à-dire Fanny, par exemple, elle est en production en France. Son affiche a été payée par cette production. Les affiches qui sont dans le métro ou sur les colonnes à Paris, c'est la production qui prend tout ça en charge. Et donc c'est vraiment 2 façons, c'est le même mot, c'est de la prod, mais c'est 2 prods différentes, quoi. Il y a vraiment de la prod exé, c'est-à-dire on fait une date, et il y a de la production où on s'occupe de tout ton spectacle, de tout le projet qui est autour de ce spectacle, et où on bossera tout ce qui est en rapport avec ce spectacle, quoi. Et la diffusion, là, c'est plus simple, c'est juste je vends le spectacle. Un centre culturel m'appelle et me dit j'adore Fanny Ruet, je voudrais qu'elle vienne jouer chez nous. Là, je ne vais pas produire moi la salle, je ne vais pas louer la salle et faire la billetterie, mais je vais leur vendre le spectacle. Comment ça se passe ? Comment on vend un spectacle ? Ça se passe, c'est une réunion, c'est au téléphone ? Non, mais ça va. C'est parfois très facile et parfois très long. Okay. Mais en général, il y a des programmateurs qui travaillent dans les centres culturels. Les centres culturels ont des missions pour pouvoir recevoir leurs subsides. Et dans ces missions, il y a entre autres faire jouer des artistes francophones belges. Et comme je pense que tout le monde a bien compris maintenant en 2025, et depuis pas si longtemps, je trouve que le stand-up était un très bon moyen de parler aux jeunes, entre autres, mais surtout un truc qui, pour parler très vulgairement, mais coûte pas cher par rapport à un groupe de musique, par exemple, où tu as 5 musiciens, tout un matos à mettre en place, un régisseur son qui doit être là à 9h du mat', etc. Je pense qu'ils ont bien compris que le stand-up et l'humour étaient un très bon moyen de faire venir des gens chez eux, qui coûtait un peu moins cher parce que c'est une personne, peut-être 2 s'il y a un régisseur attitré ou une personne en plus, mais c'est assez rare. Et donc du coup, tous les centres culturels viennent vers nous en nous disant voilà, soit on veut cet humoriste-là parce qu'on l'aime bien, est-ce qu'on peut l'avoir ? Si c'est des Belges, c'est forcément plus facile pour eux à avoir parce qu'ils habitent dans le même pays. Ou voilà, on a un budget d'autant. Est-ce que tu as quelqu'un à nous conseiller ? Parce qu'au bout d'un moment, ils ont aussi compris qu'on avait une certaine expertise, même si je trouve que ce mot est un peu extrême, mais en tout cas, on connaît le métier. Et donc, du coup, ils nous disent, voilà, on a X euros, on voudrait faire 3 dates humour cette saison, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Et puis nous, après, on leur fait c'est très bête, mais on leur fait une liste d'artistes avec des extraits vidéo, on leur dit, voilà, moi j'aime bien ça pourrait coller avec votre public, et puis après, c'est eux qui font leur choix, quoi. Et après, tu négocies un cachet pour l'artiste ou c'est par rapport au budget qu'ils ont généralement ? En fait, ça peut marcher dans les 2 façons, mais en général, on propose un budget, nous, qui est un budget en fonction de la jauge. Tu sais, on a une espèce de tableau où on dit, voilà, si c'est 100 personnes, c'est autant, si c'est 500 personnes, c'est autant. Puis après, eux nous disent si ça rentre ou pas, et puis s'il y a discussion, il y a discussion. Mais ça, après, c'est une vente en règle générale, c'est toujours comme ça, quoi. Que ce soit un spectacle ou autre chose, ça discute toujours un peu. Dans cette branche, est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes qui travaillent en humour ? C'est quelque chose qui se développe de plus en plus ? Il n'y en a pas tant. Je ne vais pas les citer parce que je risque d'en oublier. Mais en Belgique francophone, ouais, on doit être 5, je pense, à faire ce genre de truc. Et tu dirais que c'est à quel moment que ça devient intéressant pour un artiste de travailler avec une production, en tout cas ? Alors ça, c'est toujours la question. On est en plein changement, là, depuis 2-3 ans. Et le terme de production, dans le sens dont je te parlais, comme ils font beaucoup en France, où ils s'occupent de tout ton spectacle, de la promo, etc., font que forcément, financièrement, ils prennent une quote-part qui est assez importante sur tes revenus. Oui. Parce qu'ils doivent aussi payer le photographe, l'annonceur, etc. Et à l'heure des réseaux sociaux, je pense que ça dépend vraiment de l'artiste, tu vois. Il y a des artistes qui font très bien leur promo sur les réseaux sociaux. Regarde PE, tout a démarré, enfin en tout cas le buzz, comme il aime l'appeler, a démarré sur les réseaux et depuis, on remplit des salles depuis, 4 ans.
sans vraiment avoir eu besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Parfois, on fait de la presse, parfois, on fait des interviews, mais je veux dire, on n'a jamais dû aller mettre des affiches parce qu'on était en galère pour remplir des salles, quoi. Donc, je dirais, dans l'absolu, des artistes comme PE n'auraient pas besoin d'une production qui prendrait 70% de son cachet en échange de visibilité parce qu'en fait, ils se gèrent très bien tout seuls. Après, tu as d'autres artistes qui, eux, sont plus dans l'écriture et dans le spectacle et qui veulent s'occuper de rien d'autre et qui vont pas faire de vidéo face cam et qui vont pas pousser. Et dans ce cas-là, oui, c'est sûr qu'une prod, c'est utile derrière, quoi. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, les artistes ont besoin de travailler avec quelqu'un, ne serait-ce que pour les aider à gérer l'agenda, les demandes, les gestions financières. Parce que tu vois, un artiste qui va commencer à négocier un cachet, ça met mal à l'aise l'artiste qui, déjà de base, c'est pas son taf et ça le met mal à l'aise de parler lui-même de son propre cachet avec un programmateur, par exemple. Puis quelqu'un qui commence ne sait pas du tout les budgets. Il a aucune idée, bien sûr. Enfin, je dis quelqu'un qui commence. Moi, par exemple, je devrais vendre un spectacle. Aucune idée. Non, mais c'est normal, c'est pas un truc que tu fais régulièrement, quoi. Oui. Et puis du coup, moi, quand j'arrive et ça arrive parfois que je négocie des cachets pour des artistes avec qui je travaille pas, juste parce que ils savent pas, ils sont mal à l'aise, ils me disent est-ce que tu veux bien aller demander. Et donc du coup, c'est moi qui envoie le mail au centre culturel en disant voilà, pour ce spectacle c'est autant. Et en général, ils acceptent. Et l'artiste gagne plus comme ça que s'il avait négocié lui-même ou la salle aurait, je veux pas dire aurait essayé de négocier au plus bas, mais en tout cas n'aurait pas non plus proposé plus cher que demandé, quoi, tu vois. Donc je pense en tout cas c'est bien d'être entouré, surtout quand comme tu le dis, quand tu sais pas les montants, au moins renseigne-toi, demande à des potes. Enfin tu vois, maintenant les humoristes belges, je trouve qu'on a cette, je dis on comme si j'étais humoriste, mais t'as compris le milieu de l'humour belge. Il y a cette connivence, cette sympathie qui fait que tu peux prendre ton téléphone, appeler un autre humoriste qui fait des grosses salles et lui dire tiens combien tu crois que je peux demander pour cette jauge, et il te dira demande autant, tu vois. Donc je pense en tout cas qu'il ne faut pas hésiter à demander et que je pense que n'importe quel humoriste se fera un plaisir de t'aider, quoi. Alors je regarde dans les termes que j'avais vus sur ton LinkedIn, il y a la diffusion, la production, il y a aussi le pan booking. Oui, en fait booking c'est diffusion aussi si tu veux, c'est la vente du spectacle. En fait le spectacle soit tu le produis toi, c'est-à-dire tu loues la salle et tu gères la billetterie, soit tu le vends et là c'est la salle qui achète ton spectacle ou un promoteur externe qui achète ton spectacle et qui le met dans la salle, quoi. Si des gens te contactent après ce podcast, je peux leur dire de ne pas le faire, tu ne prends pas de nouveaux clients ou tu es toujours ouvert? Alors non, je ne prendrai pas de nouveaux clients, malheureusement, je pense que le temps ne le permet pas. Mais s'ils ont des questions et que je peux aider, moi, c'est vraiment pour ça que je fais staff. C'est parce qu'à la base, il y a une phrase qui vient de je ne sais plus où, qui disait « Trouve un truc que tu serais prêt à faire gratuitement et fais-le jusqu'à ce que ça paye ». Mais en vrai, quand j'ai commencé, je gagnais rien. Et je le faisais en plus de mon taf et je le faisais parce que j'aimais bien ça, quoi. Donc si mon expérience peut... aider quelqu'un qui a une question sur un tarif pour une salle par exemple ou n'importe quoi, bien sûr je le fais avec plaisir et je le fais déjà, je te dis, même avec des gens avec qui je bosse pas, quoi. Mais justement, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que j'aime pas, c'est quand Fanny me fait prendre des trains à 9h du mat parce qu'elle veut rentrer tôt chez elle. Ça, c'est vraiment le point noir de ce métier. Après, ce que j'aime, moi comme je te dis, j'aime m'occuper des artistes pour qu'ils doivent pas se concentrer sur autre chose que ce qui leur plaît, c'est-à-dire écrire des blagues et être marrant et être relax, quoi. Moi, vraiment, ce qui me fait kiffer dans ce taf, c'est que l'artiste arrive et que tout se passe bien. S'il y a des problèmes à gérer, c'est moi qui les gère et eux, ils sont dans un monde parfait, même pas au courant qu'il y avait un problème. Et voilà, c'est juste ça. J'aime genre accompagner les artistes, quoi. Et après, évidemment, l'ambiance est trop cool, on se marre tout le temps. La plupart, comme je te dis, ce sont des potes. Les 3/4 des gens avec qui je bosse, ils habitent à 4 rues autour de cet appart. J'ai pas vraiment l'impression de travailler, quoi. Ma tante, un jour, elle m'a demandé ce que je faisais comme métier. Je lui ai dit, j'accompagne des artistes. Elle m'a demandé, tu joues de quel instrument? Donc tu vois, pour te dire à quel point ça semble flou ce que je fais, en fait. Et donc j'ai beaucoup de mal à synthétiser quand je suis dans une soirée, je rencontre quelqu'un et qui me dit, ah, tu fais quoi comme boulot? Je dis, je produis des spectacles d'humour et je suis pas sûr que tout le monde soit OK ou comprenne exactement ce que ça veut dire, mais OK, ils passent et après ils sont contents de me raconter leur vie parce que c'est souvent ce qui se passe dans ce genre de discussion. Mais c'est très dur de synthétiser parce que c'est tellement large comme métier, tu vois. Oui, et on n'a pas d'image en tête de qu'est-ce que c'est un producteur, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il... Non, après le truc qui ressemble le plus, je trouve, c'est la série 10%, tu vois, où ils sont agents d'acteurs, et ça ressemble un peu, quoi. Je dirais pas que c'est exactement la même chose, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, et je dois pas te mentir, c'est aussi une des séries qui m'a donné envie de faire ce taf. Je me disais, putain, mais c'est trop cool, quoi. Tu passes ton temps à rigoler, bon, même si la série est un peu drama de temps en temps, mais je trouvais que ils avaient l'air très cool et épanouis dans leur métier, et en fait, c'est le cas, donc c'est vraiment chouette, quoi. Et si je suis contacté par une prod ou par un manager, est-ce qu'il y a des choses auxquelles je dois faire attention ou des questions à poser, des choses pour faire en sorte que ça se passe bien avec cette personne? Qu'est-ce que tu me conseillerais? Déjà, je te conseillerais d'aller boire un verre avec cette personne et de voir si humainement ça colle. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver à taffer avec quelqu'un avec qui tu ne te sens pas à l'aise, surtout si c'est du management où tu es quand même censé être avec cette personne dans les pires moments de ta vie, quoi. Parfois, je reçois des coups de fil
d'humoristes qui viennent de subir une rupture, ou, enfin, tu vois, et c'est fait partie aussi de ce rôle de passer 1 heure au téléphone avec eux, de les rassurer. Enfin, tu vois, tu peux pas faire ça avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas, quoi. Oui. Donc, je pense que la première chose, c'est d'abord d'être sûr que cette personne, t'aies des affinités avec elle, quoi. Et pas juste que tu lui dises oui parce que tu as l'impression que c'est la première personne qui s'intéresse à ton taf et que du coup, tu te dis, si je dis pas oui, peut-être je vais perdre l'opportunité de toute ma vie et retourner bosser au McDo, quoi. Ça, je pense que c'est vraiment l'humain le plus important, en tout cas. Et après, bien sûr, il faut regarder les contrats, voir les pourcentages de deal, voir la durée du contrat, enfin, tu vois, tous les détails de base d'un contrat. Il faut toujours faire attention. Après, j'ai rarement entendu, en tout cas en Belgique, d'histoires d'arnaque, de prod qui arnaque des artistes, etc. En France, bien. Mais chez nous, pour l'instant, on est encore dans un monde de bisounours où tout le monde est cool. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible comme ça, quoi. Puis comme je te dis, comme les humoristes parlent beaucoup entre eux, oui. Une proposition que tu reçois, tu la fais vite lire à 5 potes humoristes à toi autour qui ont déjà eu peut-être ce genre de deal, etc. Et qui pourront te dire, ouais, faut enlever ça, faut modifier ça. Ou fais attention à ce mec-là parce que j'ai eu des retours, il a déjà fait des trucs chelous. Enfin, tu vois, ça peut aller très vite. Et comme on est tous assez soudés, je trouve, oui, tu peux avoir des informations assez objectives de gens que tu connais bien, quoi. Maintenant qu'on a un peu tous les termes, j'ai envie de savoir d'où vient cet attrait que toi tu as pour l'humour. Est-ce que tu as toujours été intéressé par l'humour, par les humoristes? Tu regardais beaucoup de spectacles étant plus jeune, enfant, ou c'est venu plus tard? Non, ça a toujours été. Déjà, il faut savoir que dans ma famille, tout le monde est assez drôle. Tout le monde fait des blagues au repas de famille, etc. Donc il y a toujours eu un peu ce truc de la vanne, quoi. Donc c'est un milieu dans lequel j'ai été élevé. Moi-même à l'école, vu que j'étais pas ni grand, ni fort, ni beau gosse, les vannes étaient un assez bon moyen de se faire des potes, surtout ceux qui étaient les plus balèzes, comme ça ils te frappaient pas toi, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, j'ai beaucoup regardé de cassettes, je pense que c'est mon père qui a dû commencer à m'initier à ça. J'ai commencé avec Eli Kaku, Pirette, on regardait tout le temps les spectacles de Pirette en cassette, je pense qu'on les a usés. Et puis après, alors moi je suis très mauvais en anglais, du coup j'ai pas du tout suivi cette mouvance de stand-up en anglais. Okay. C'est-à-dire que je connais principalement, j'ai essayé des spectacles anglais sous-titrés, mais je pense que tu perds 80% des vannes et donc c'est un peu complexe. Et après, ensuite, moi j'ai mangé du stand-up et de l'humour en règle générale depuis Eli Kaku en cassette, ça s'est jamais arrêté, quoi. Après, pour être honnête avec toi, avant de travailler avec Florence, c'était même pas un truc auquel je pensais parce que dans ma tête, ce métier n'existait pas, quoi. Tu vois, il y avait humoriste et puis il y avait rien à côté. Enfin, je connaissais pas, tu vois. Pour t'avoir stalké un peu sur les réseaux sociaux, avant avril 2018 et la création de La vie est une fête, il n'y a pas trop de mentions d'humour, d'humoriste. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de concerts. C'était mon taf à l'époque, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de créer autre chose à côté de mon taf. Mais comme mon taf parlait de musique, je ne pouvais pas créer un truc de musique. Parce que sinon, ça rentrait en concurrence avec mon métier. Tout s'est un peu aligné. Et le fait que Florence vienne faire une première partie à Charleroi, qu'on en discute, qu'elle me propose de faire une date. Et là, en fait, je me suis dit, ça regroupe ce que j'aime faire dans la musique, c'est-à-dire accompagner les artistes. Mais en plus, c'est dans une branche où je ne suis pas concurrent avec mon employeur, ni avec personne en fait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque qui faisait ça. Clairement. En tout cas pas sur du développement. Il y avait des boîtes qui faisaient des spectacles de Gad Elmaleh par exemple, mais personne qui allait chercher des jeunes humoristes et les aider à glow up le truc. Et donc du coup je me suis dit que c'était un peu comme une évidence et j'ai mis le pied dedans avec Flo et puis après ça s'est enchaîné avec tout le monde et puis après 5 ans plus tard on est là, quoi. Donc c'était pas un souhait de ma part de me dire tiens je vais aller travailler dans l'humour, c'était juste une évidence qu'au bout d'un moment il y avait une place à prendre dans le développement de jeunes humoristes stand-up et je pense que le timing était le bon et du coup ça s'est enchaîné tout seul, quoi. Ouais, c'est vrai que t'es arrivé juste quand le stand-up commençait à prendre vraiment dans la courbe. Après il y a eu la petite pause avec le Covid, mais c'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé à se développer, quoi. Ouais, ça a commencé à buzzer là et puis je pense que Fanny a une très bonne jauge de cette expérience, c'est que elle est arrivée assez vite, elle gagne le Next Princess, puis assez vite France Inter et puis Montreux. Puis dans la foulée, je commence à bosser avec PE, le Covid arrive, les vidéos de PE explosent. Et donc en fait, tout ça s'est enchaîné très naturellement, sans même que ce soit prévu ou sans même que je le sente, et qui ont fait qu'assez facilement, ça a pu devenir mon taf à temps plein, quoi. Mais vraiment, je le répète, mais pour moi, c'est pas un taf, quoi. Bien sûr, il y a des trucs chiants. Il y a des tableaux Excel, il y a des rendez-vous qui se font pas, il y a des appels que t'as jamais, il y a des gens qui s'énervent, il y a des gens qui payent pas. Mais après, c'est les aléas de la vie, tu vois. Mais j'ai jamais les pieds de plomb en mettre mon réveil, en me disant, allez, je vais aller au taf, quoi. Okay. Parce qu'en fait, c'est un taf qui est cool, qui est inattendu. Tous les jours, il se passe des trucs que tu n'avais pas prévus, parfois bien, parfois mal. Mais le fun, c'est de régler les problèmes et que finalement, le spectacle se passe bien et que les gens rigolent et que l'artiste soit content, quoi. Mais toi, est-ce que tu as eu à un moment donné un attrait pour la scène, ou vouloir faire de l'humour, ou être en retrait, dans l'ombre, ça te va très bien? Ouais, j'ai jamais été très à l'aise. Déjà là,
C'est beaucoup, tu vois. Là, je suis au max. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais non, j'ai jamais été trop à l'aise sur scène. Je me souviens d'une fois où j'ai dû annoncer une date qui allait arriver sur scène. C'était le pire moment de ma vie, quoi. Ok, ouais. J'avais des sueurs, je bafouillais. Enfin, j'aime de plus en plus. Je vois que j'ai un attrait pour l'écriture, c'est-à-dire que j'aide un peu. Je sais pas vraiment créer des blagues, mais s'il y a déjà un truc qui est écrit, je sais rajouter des trucs dessus. Ok, ça, c'est un truc. Repuncher sur des. Ouais, c'est un mécanisme peut-être qui est venu à force de manger du stand-up tout le temps depuis 5 ans. Ou parfois j'ai des trucs qui se mettent en route tout seul. Je me dis, ah ben tiens, là, tu pourrais refaire cette vanne-là. Mais je sais pas créer moi et être sur scène. Non, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse trop. Bah parce que comme tu es dans un milieu où tu croises beaucoup de stand-uppers, beaucoup d'amis sont des stand-uppers, et qu'il y a un côté très accessible du stand-up, je me demandais est-ce que tu avais un attrait de vouloir en faire toi-même parce que, enfin moi, faisant du stand-up, j'aurais envie que tout le monde fasse du stand-up. Ouais, mais il faut que vous arrêtiez de faire ça. Oui. Faut arrêter de mettre tout le monde sur scène, les gars. Vraiment, ça, c'est la maladie des stand-uppers, quoi. J'aime bien. En vrai, j'aimerais bien que beaucoup de gens le fassent, mais même pas en hobby, quoi. Je voudrais voir c'est quoi le 5 minutes de cette personne. Ouais, je comprends, mais moi je trouve justement, en côtoyant beaucoup, que c'est pas si accessible. Enfin, accessible dans le sens où tu montes sur scène, il y a un micro, tu parles, bien sûr, mais c'est pas facile, quoi. Non. Et pour en avoir vu énormément, j'en ai vu énormément de mauvais, bien sûr, et j'en ai vu énormément de génies, mais c'est pas... Enfin, tu vois, tu peux être très drôle dans ta bande de potes, je pense pas être le dernier à faire des vannes quand on est en soirée ou quand on boit un café, quand on se marre, et c'est très cool. Mais après, monter sur scène et faire des vannes de façon professionnelle, écrite, rémunérée, intelligente, c'est un taf, quoi. Et je pense pas que n'importe qui puisse le faire. Déjà, il faut beaucoup de courage pour monter sur scène et dire un truc que tu as écrit toi-même. Et après, il faut que ça trouve son public, hein, comme on dit, poliment. Mais il faut que ça fonctionne, quoi. Et donc, pour toutes ces raisons, je crois que je monterai jamais sur scène, à moins d'une soirée spéciale où il faut roaster Fanny pendant 2 minutes. Ça, je peux le faire, mais dos à la scène. Okay. Dos au public, plutôt. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, comme étude ? Est-ce que ce que tu as fait t'a aidé dans ton métier maintenant ou pas du tout ? Absolument pas. Je suis vraiment pas un bon exemple pour ça. Okay. J'ai arrêté avant le CESS, donc avant le bac. J'ai arrêté à 17 ans, je pense. J'ai jamais eu un grand attrait pour l'école. J'ai jamais réussi à retenir des choses qui m'intéressaient pas. J'ai très vite eu Internet dans ma chambre. Je pense que c'était un des malheurs de ma vie. Je pense qu'à 12 ans, j'avais Internet dans ma chambre. C'était un modem 56K et tu n'avais pas du tout les possibilités que tu as maintenant, mais tu pouvais déjà commencer à te créer toi-même ton apprentissage. Et je pense que j'ai appris plus de choses seul, que ce soit devant la télé, devant Internet, à la radio à l'époque, etc., qu'à l'école, parce que j'ai toujours eu un souci avec ça. Et donc, en fait, j'ai arrêté très tôt. J'ai commencé à bosser très tôt dans la vente, parce que quand tu n'as pas de diplôme, c'est le taf le plus facile, tu vois. Et après, j'ai eu un alignement de chance qui a fait que je suis passé assez vite responsable de dizaines de personnes qui, eux, avaient fait des études. Pour finir aux Jeunesses Musicales aussi sur un coup de bol, qui fait que là, du coup, je rentrais dans la culture et plus dans la vente, ce qui m'ouvrait des nouvelles portes et qui tout ça, en fait, a servi à me permettre d'ouvrir ma boîte dans le culturel, quoi. Mais donc, ouais, je suis pas du tout un bon exemple pour vous dire d'aller à l'école, quoi. Moi, c'était plus pour savoir un peu les compétences que tu as dans ton métier. Tu les as développées sur le tas, tu l'as fait en travaillant, mais qu'est-ce qu'il faut pour être un bon producteur, un bon manager ? Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est de la bienveillance, quoi. Vraiment vouloir mettre ton artiste dans les meilleures conditions. Et ça, je pense que j'ai toujours aimé prendre soin des gens, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie privée. C'est un truc que j'apprécie. Et c'est vraiment prendre soin d'eux, quoi. Vouloir que tout soit parfait. Et c'est pareil quand on fait des prods de français, même s'ils viennent que 2 jours en Belgique, j'ai envie que tout soit parfait, qu'ils mangent dans le meilleur resto, qu'ils trouvent que le public belge est le meilleur, même si je peux rien y faire, qu'ils aient des petits cadeaux dans les loges, enfin qu'ils se disent putain mais c'est trop bien, quoi, on veut revenir. Et Jonathan il nous reçoit bien et on aime bosser avec lui, quoi. C'est vraiment ça mon kiff. Et pareil pour les gens que je manage et avec qui je passe la moitié de mon année, j'ai envie de les mettre bien et j'ai envie qu'ils soient dans des bonnes conditions et que tout se passe bien pour eux, quoi. Donc je pense que c'est vraiment simplement de la bienveillance. Et après oui, il faut gérer les tableaux Excel, il faut être un peu organisé, ce qui est malheureusement pas assez mon cas. Il faut pouvoir négocier, il faut être assez à l'aise, avoir du bagou pour parler avec des programmateurs et réussir à leur vendre un spectacle qui de base n'est peut-être pas ce qu'eux aiment, mais qui finalement fonctionne et qui se disent ok, on a bien fait de le prendre. Ça, c'est peut-être des trucs que j'ai appris dans la vente au final, tu vois, même si c'était pas du tout des spectacles que je vendais, mais j'étais déjà assez à l'aise avec ça. Mais après, je pense que si tu es bienveillant et que tu penses ce que tu dis, ça peut pas mal se passer, quoi. Il y a des artistes dont j'apprécie pas forcément le taf, avec qui je travaille pas parce que je me dis j'ai pas envie de devoir vendre un spectacle
que moi je trouve pas bien, tu vois ce que je veux dire, ou de proposer un spectacle à des gens où il y a des trucs qui sont problématiques, où il y a des trucs qui me plaisent pas, quoi. Après, que je trouve ça drôle ou pas drôle, c'est subjectif. Donc, il y a des artistes que je pourrais faire que moi, personnellement, je trouve pas drôle. Tant qu'il n'y a pas de propos qui sont problématiques ou blessants, ou tu vois, où il y a un vrai problème, c'est OK. Mais dès que je vois qu'il y a des trucs qui sont pas OK, juste, ben, je bosse pas avec eux, quoi. Et j'ai déjà reçu plein de demandes pour des artistes où je me suis dit, mais non, je peux pas faire ça, quoi. On te voit souvent, c'est en tournée, par exemple avec Fanny. Quel est ton rôle vraiment sur la tournée d'être là avec Fanny ? Alors là, c'est un peu plus spécifique. C'est principalement avec Fanny parce que la production française de Fanny, qui était à l'époque Olympia, comme je te disais, et qui maintenant est Agapé, qui est une autre production, m'engage. Donc dans ce cas-là, je suis salarié de la société pour accompagner Fanny en tournée. Okay. Parce que la plupart des productions mettent un accompagnant avec leurs artistes parce que quand tu pars en tournée, tu es tout seul. Quand tu fais du stand-up, donc tu joues parfois dans des villes, dans des patelins au fin fond de la France, tu sors de scène, il fait noir, tout est fermé, tu te retrouves dans ton hôtel, c'est un peu la dépression, tu vois, ou parfois tu dois manger avec un directeur de salle qui en a un peu marre de la vie, marre de son taf et qui te raconte assez rapidement des trucs privés sur d'autres humoristes en crachant un peu sur... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et donc du coup, moi je me retrouve dans ce cadre-là à d'abord être avec Fanny pour l'aider et toujours dans le projet que ce soit plus simple pour elle, c'est-à-dire gérer tous les problèmes qu'il peut y avoir autour. Je réserve aussi tout ce qui est train, tout ce qui est hôtel. Je mets tout ça dans son petit agenda, je m'assure qu'elle est bien réveillée, je m'assure qu'elle se couche tôt, même si elle me dit oui et qu'elle ne le fait pas. Je suis un peu sa nounou, si tu veux, sur la tournée. Okay. Ça, c'était sur la première tournée. Tu t'assures qu'elle ait une salade César ? Ouais, et moi aussi pour le coup, ça aussi, merci. La première tournée, elle mangeait gras. Je le dis ici, la première tournée, elle mangeait gras. Mais maintenant, ça, a priori, ça a changé, on verra, parce que la tournée commence dans 10 jours. Là. Donc ce rôle-là, puisqu'on est dans les noms, ça s'appelle régisseur de tournée. Okay. Donc en fait, tu organises la tournée. Et maintenant, sur le deuxième spectacle, comme on le disait, il y a plus de technique. Et donc en plus d'être régisseur de tournée, je vais être aussi régisseur du spectacle. C'est-à-dire que c'est moi qui vais lancer les sons, qui vais changer les lumières, qui m'assure en amont avec la salle que les boules à facettes sont bien louées, qu'ils ont bien lu la fiche technique, qu'ils ont bien compris qu'à ce moment-là, il y aura un changement de lumière, etc. quoi. Ok, donc elle n'a plus qu'à arriver, monter sur scène, faire rire les gens. Exactement. Trop bien. Mais donc c'est un autre taf. Et là aussi, pareil, même si j'ai déjà appris un peu à l'époque, bah là, on apprend encore ensemble, quoi, parce que j'ai jamais fait de régie dans des salles de 400 places, tu vois. Donc c'est une nouvelle expérience. On continue d'apprendre finalement tout le temps. Ok, donc une autre qualité qu'on peut ajouter à quelqu'un qui voudrait travailler là-dedans, c'est cette volonté de vouloir apprendre sur le terrain et de vouloir apprendre de nouvelles choses. En vrai, c'est pas obligatoire, mais c'est juste que moi, j'avais envie d'accompagner Fanny, elle avait envie que je l'accompagne, et la seule solution pour que ça puisse se faire, c'est que je gère aussi la régie du spectacle. Donc on s'est dit, ok, bah let's go, on apprendra en le faisant, quoi, tu vois. Trop bien. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu as vraiment envie de travailler, des lieux que tu as envie de faire, ou pas spécialement ? Un objectif de 2024, c'était de faire Forêt Nationale. On l'a fait là en décembre et j'étais trop content. On l'a fait avec Marie Saint-Filtre. Félicitations. Merci. C'était vraiment un but pour moi et c'était trop cool. Enfin, cette salle est impressionnante, quoi. Tu vois, c'est vraiment énorme, quoi. Et la voir vide et voir tous ces gens là comme des petites fourmis qui s'occupent de. Enfin, parce que c'était un spectacle avec beaucoup de mise en scène, des danseurs, etc. Donc il y avait toute une équipe, des tourbus. Enfin, c'était énorme, quoi. Et pour mes collègues qui gèrent la musique, c'est classique, tu vois. Mais pour moi, c'est la première fois que j'avais 3 tourbus pour un spectacle d'humour, quoi. C'était fou de voir tous ces gens courir, des grues pour mettre les scènes en place et tout. Enfin, c'était impressionnant. Et ouais, j'ai eu un petit pincement au cœur à la fin quand tout le monde s'est levé. Et je me suis dit, ok, bon, on a fait Forêt, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et là, c'était le premier, mais on en a encore qui arrivent avec Paul, entre autres. Donc ça, c'est très chouette. C'était quoi ta question ? Est-ce qu'il y a des artistes en particulier avec qui tu voudrais travailler ? Oui, il y a plein d'artistes que j'aime beaucoup, avec qui j'adorais bosser, mais qui sont dans des autres prods. Donc du coup, je ne vais pas donner de nom. Ce serait bizarre d'aller chercher les artistes dans d'autres prods, tu vois. Mais je trouve que j'ai déjà beaucoup de chance avec les gens avec qui je bosse, parce que la plupart des gens dont je suis fan, je bosse avec eux. Et ça, c'est vraiment une grande chance. Après, et je pense qu'on a une passion commune pour Roman Fressinet. Oui. Et évidemment, j'adorerais bosser avec lui. Et on se croise parfois sur des trucs. Et Fanny a déjà fait ses premières parties au cirque, etc. Mais voilà, il est dans une autre prod. Et donc, voilà, c'est le jeu. Mais oui, c'est un des mecs dont je suis le plus fan dans ce métier. Et même, je trouve qu'il est, pour l'avoir écouté dans différents podcasts... il a des messages, quoi, tu vois. Oui. Bien sûr, il est très drôle, il écrit très bien, c'est un génie, il est marrant, tout ce que tu veux, mais en plus de ça, il y a du fond, même quand il parle sérieusement, et donc je trouve ça trop cool, quoi. Donc si je dois donner un nom, ce serait Roman.
mais je m'attendais à Roman Fressinet, parce que dans mon stockage, c'est le nom qui revenait. De temps en temps, un petit partage T'as de utilisé ChatGPT pour faire ça? Pas du tout. Ok. Mais j'ai utilisé ton Facebook, surtout. Mais oui, Roman, je continue d'essayer de l'avoir dans le podcast. Ouais, il va appeler les flics à un moment, tu sais. Je pense qu'à un moment donné... Mais en fait, il n'a pas vu tous mes messages. Non, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui lui ont dit « ne va plus en Belgique ». Quoi. Il y a un mec chelou. C'est possible. Mais il y a des gens qui l'ont contacté, qui lui ont demandé, et ça va se faire un jour. Ça va se faire, écoute, j'espère. Peut-être ça se fera en direct de la prison, mais ça peut être cool. Franchement, un concept de podcast. Ouais, ça peut être une idée. On va essayer de faire ça. Ça s'appellerait Derrière les barreaux. Voilà, je te donne le nom. Je prends. En 2022, après, tu as été partenaire du projet Les Belges à Avignon, dont on a parlé tout à l'heure. Donc pendant un mois, 9 artistes belges sont venus présenter leurs spectacles respectifs lors du festival Off d'Avignon. Pourquoi cette envie d'être partenaire de ce projet et quel était ton rôle, toi, là-dedans? Donc en fait, avec Rudy du What the Fun et Cédric du Kings, on s'est très vite retrouvés tous les trois parce que on partage plein de passions communes, dont le stand-up bien sûr, la production, etc. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet ensemble? Et on a aussi été au Canada, où on est venu te voir d'ailleurs. Donc on est toujours à l'affût de faire des trucs ensemble. Et on s'est dit, tiens, le Festival d'Avignon, c'est quand même un gros festival. Il y avait à l'époque pas trop de stand-up, là, il y en a de plus en plus. Et voilà, je sais pas, on a monté ce projet, on s'est dit ça peut être cool, et effectivement c'était trop cool, en tout cas pour nous. Pour les humoristes, c'est Avignon, donc il y a les bons et les mauvais côtés. Mais le fait de pouvoir avoir une énorme villa avec une piscine et plein d'humoristes, c'était trop bien en vrai. Et une fois de plus, ça m'a fait me rappeler que ce taf, c'est vraiment pas un taf, quoi. Oui, bien sûr, il faisait chaud, on devait être là tôt, il fallait flyer, il fallait gérer la bouffe, etc. pour autant de gens, et c'était un peu colonie de vacances, et c'était pas que de la rigolade, mais en vrai, c'était trop cool, quoi. Et même pour eux, je pense qu'après une journée à flyer dans les rues, à jouer devant 5 personnes, dont 2 qui rigolent pas, être au bout du rouleau, rentrer et retrouver cette ambiance familiale, ça a aidé à rebooster pour le lendemain, quoi. Et du coup, ça a créé des liens entre nous et on est tous toujours très potes depuis parce que déjà, on se voit presque tous les jours. Mais en plus, on a fait le Bourbier ensemble, tu vois, donc ça a créé des liens, quoi. Mais ouais, après, c'est des projets avec Rudy et Cédric qu'on a toujours en tête. On voulait organiser un truc au ZooFest, mais malheureusement, il y a eu la faillite de Juste pour Rire qui a fait que le ZooFest n'a malheureusement pas eu lieu. Mais voilà, on garde toujours des idées en tête de faire des trucs ensemble parce qu'on s'entend très bien et parce que je crois qu'on a chacun des affinités et des forces. Rudy, on le sait, c'est les tableaux Excel une fois de plus. mais du coup, oui, on a une bonne synergie tous les trois, quoi. Donc pour réussir en humour, il faut être bon en tableau Excel. C'est une grande aide parce que ça te fait gagner un temps précieux, quoi. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Ouais, mais c'est pas ma passion non plus. Mais avec La vie est une fête, tu es impliqué dans plein de projets autour de l'humour. Est-ce que pour chaque projet, tu peux me parler un petit peu de ton rôle et de ce que toi tu fais? Il va falloir que tu me listes les projets parce que je les ai pas tous en tête du coup. Je les ai là sous les yeux. Il y a le festival WA Comedy. Oui, alors ça c'est Back in the Days. On a créé ce festival avec Back in the Days. Là, la 2e édition vient d'avoir lieu. On voulait créer un festival d'humour en Belgique. Il y en a déjà pas mal. Il y a Namur, il y a Liège, etc. Donc on s'est dit, waouh, c'est un bon endroit. La Sucrerie, c'est une très belle salle qui est très récente où il y a 2 jauges différentes avec un grand parking, etc. C'est assez bien situé parce que c'est pas dans Bruxelles, mais c'est pas très loin de Bruxelles. Donc ça veut dire que les Bruxellois peuvent venir, en tout cas ceux qui ont une voiture et qui se déplacent pas à vélo. Et surtout, tous les Wallons qui n'ont pas envie d'aller à Bruxelles parce que c'est compliqué d'accès, parce qu'on sait pas se garer, parce qu'il y a des bouchons, parce qu'il y a des travaux, parce que voilà. Ils peuvent venir à Wavre. Donc c'était vraiment, géographiquement, ça semblait être le lieu idéal. Et après, oui, mais c'est toujours un kiff d'avoir un festival. Et une fois de plus, moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir tous ces humoristes qui se croisent dans les loges, qui n'ont pas forcément l'occasion de se voir en tournée. Et du coup, on mange tous ensemble, on se fait une raclette avec Douli, Émeric Lompré, PE, parce que tout le monde est là le même jour. Et c'est trop une bonne ambiance, quoi. Et donc, 2e édition qui s'est super bien passée. On est en train de faire la progra de la 3e. On a déjà annoncé Sacha Ferrat, qui sera le premier nom. Mais on a déjà presque toute la progra terminée. Et c'est trop cool, quoi. Donc les programmes pour les festivals, c'est genre 1 an à l'avance? En fait, je me rends compte que plus j'avance dans ce métier et plus les gens commencent à s'organiser très très à l'avance, quoi. J'ai vu des dates en ligne pour janvier 2027, tu vois. Donc il y a des spectacles. Et déjà, nous, quand on a annoncé Paul Mirabel en mars 26, je me suis dit, mais c'est tellement loin. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont encore plus loin que nous, quoi. Et donc parfois, je doute que les spectacles soient écrits, mais les cirques royales sont déjà ouverts. C'est fou. Il y a le festival Namur is a Joke. Alors, Namur is a Joke, c'est le festival de Guillaume. On travaille beaucoup avec Guillaume pour plein de raisons. Back in the Days produisait sa tournée belge. Là, maintenant, elle est terminée. Mais on coproduisait avec lui la tournée belge. Moi, Guillaume, je le connaissais avant parce que on se croisait forcément. Il y a son émission de télé sur laquelle il y avait des artistes à moi qui allaient. Et donc, du coup, on s'est croisés de plus en plus. Pour le festival, on fait une grosse partie de la programmation parce qu'on travaille avec beaucoup d'artistes, en fait. Donc, c'est assez simple. Et on a une très bonne entente avec les équipes de Guillaume, ce qui fait qu'assez facilement, on lui propose
des noms, et puis eux font leur puzzle en fonction des salles, des horaires, etc. Et on se retrouve à faire une grosse partie de leur programmation forcément, quoi. Très bon festival d'ailleurs. Moi qui adore ça, tu l'auras compris, on est super bien accueillis. Moi, c'est vraiment le truc que je trouve le plus important, c'est l'accueil des artistes. Et c'est pour moi un des festivals, à part le Wa Comedy bien sûr, parce que c'est le mien, mais où t'es le mieux accueilli, quoi. En plus, ils te logent au casino. Bah, même pour le concours Joke une fois que j'ai fait l'année dernière, très bien accueilli, très bien reçu, bonnes conditions. On a juste à s'occuper de faire son sketch et ça se passe très bien. Franchement, moi, c'est un des festivals où c'était le plus agréable de participer. Ouais, mais tu sens que Guillaume, étant lui-même humoriste, sait tout ce qu'il faut éviter et tout ce qu'il faut mettre en avant pour que les artistes se sentent bien, quoi. Et puis, je vais pas faire l'éloge de Guillaume pendant 2 heures, mais c'est vraiment un bosseur et c'est vraiment un mec qui connaît son métier. Et c'est un exemple, je trouve, pour beaucoup de gens, quoi. Bah, on va encore parler de lui un petit peu parce qu'il y a chez Guillaume. Chez Guillaume, oui, donc ça, c'est le Comedy Club de Guillaume. Alors, en fait, comment j'ai appris, je ne sais plus, mais j'ai appris qu'il allait ouvrir un Comedy Club. Évidemment, c'était un secret. Je pense qu'on m'a contacté parce qu'on voulait déjà commencer une programmation. Donc, on m'a dit, écoute, je peux pas trop t'en dire, mais il y a un Comedy Club qui va ouvrir à Namur. Et donc, on voudrait savoir si tu as des artistes qui pourraient venir jouer chez nous, etc. Et moi, j'ai toujours voulu travailler avec Guillaume parce que, comme je te dis, je l'apprécie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Guillaume. Et je lui ai dit, écoute, les rumeurs racontent que tu ouvres un Comedy Club. J'aimerais participer à la programmation, quoi, et pas juste faire le passe-plat à te donner des noms d'artistes, mais j'aimerais être plus impliqué dedans parce que j'aime ton taf et je pense aussi que ça peut être intéressant de créer des synergies. Tu sais, quand moi je fais venir des artistes au Kings par exemple, si je peux leur proposer une date à Namur la veille ou le lendemain, c'est tout bénef pour eux, c'est tout bénef pour les 2 comedy clubs, et en ayant un peu les mains dans le moteur, c'est plus facile pour moi que juste en donnant des noms et que peut-être ce sera trop tard pour la progra, tu vois. Oui. Et donc Guillaume était tout à fait OK avec cette idée. Et donc me voilà à faire la programmation du lieu avec Julie Lahure qui travaille avec Guillaume depuis de nombreuses années, quoi. Lieu qui ouvre cette semaine et j'y vais ce soir et on est impatient parce que j'ai pas encore vu le lieu terminé, je l'ai vu en travaux, mais donc je suis trop impatient de le voir, mais voilà, connaissant Guillaume, je sais qu'il a fait ça bien, quoi. Bah, j'ai hâte de le découvrir aussi. T'avoue, cette semaine, je voulais aller à l'ouverture, mais je joue ce soir-là. Ça commence à être compliqué de faire... d'avoir une vie. À la fois d'avoir une vie, d'avoir la possibilité d'aller voir des spectacles, juste d'être fan d'humour et d'aller voir juste des spectacles pour le plaisir, de faire le podcast, d'aller voir des spectacles aussi pour recevoir les invités, de jouer des spectacles. Je commence à me dire, ça commence à remplir mes soirées, quoi. Bah, je t'avoue que j'ai du mal à aller voir des spectacles que je produis pas parce que niveau agenda, c'est compliqué, quoi. Voilà, mais moi, je t'avoue que quand j'ai des semaines où un samedi soir, j'ai rien, ce qui n'arrive pas souvent, je dois faire le choix de est-ce que je vais voir un autre spectacle en me disant je vais encore me manger du stand-up un samedi soir, même si c'est un spectacle que j'aime, ou est-ce que je prends une soirée off et je fais autre chose, tu vois, je vais au cinéma, je vois des potes, et donc c'est assez difficile de trouver des créneaux pour aller faire autre chose, quoi. Mais c'est l'avantage que tu as de travailler avec des potes. Oui. Parce qu'au moins tu en vois. Bah oui, je vois mes potes au taf finalement. Et les spectacles que j'ai envie de voir, la plupart, j'ai de la chance, je travaille avec eux, et donc en fait je les vois en les produisant, et donc c'est quand même très cool, quoi. Dans les autres projets, il y a les Jeudis Gauleries chez Pompon Brunch. Oui, donc ça c'est un resto. Je sais pas si elle serait ravie que j'appelle ça un resto, mais enfin c'est un endroit où tu peux faire il y a des brunchs le week-end et qui est ouvert à partir du jeudi, où tu peux aussi manger le midi. Et là, écoute, ce sont des amis avec qui je m'entends très bien et elles cherchaient des activités à faire le soir pour faire venir du public le soir, parce que de base c'est plus un restaurant de brunch du matin donc, ou du midi en semaine. Et on s'est dit c'est assez simple. Moi, je sais organiser des plateaux d'humour. J'ai une sono que j'ai achetée au début de ma carrière d'humour qui ne sert plus à rien maintenant parce qu'on a de la chance d'avoir des sonos. Et vous avez un lieu. Et donc maintenant, une fois par mois, un peu moins récurrent en 25 dû à la tournée de Fanny et je serai un peu moins dispo. Mais grosso modo, une fois par mois, on essaie de faire un jeudi gaulerie avec un plateau de 4 humoristes. Ouais. Et c'est très convivial. Les gens viennent, ils mangent et puis ils ont le show. Et c'est toujours une très très bonne ambiance et tout le monde est ravi de venir jouer dans ce lieu. Mais dans ce cas-là, quand tu travailles plus sur la programmation, comment tu t'y retrouves, toi, professionnellement ? Après, il y a beaucoup de choses que je fais par passion, plus que par attrait financier, quoi. Là, c'est assez simple. Les artistes sont payés un cachet et moi, j'ai aussi un petit montant pour la programmation, quoi. Pour mon travail de progrès, je fais aussi les visuels et je fais la régie. Et donc, pour ces 3 trucs-là, je suis payé, quoi. Non, voilà, c'est assez basique, mais il arrive assez souvent qu'on fasse des projets où on gagne rien. Juste parce qu'on sait que soit ça va aider plus tard. Tu vois, si ça peut mettre en avant un artiste débutant avec qui tu bosses, mais que tu dois te taper le sud du pays en voiture, aller-retour, que tu vas passer 4 heures sur la route, qui va jouer 10 minutes et va te payer 20 balles, moi je sais que je vais rien gagner là-dessus, mais on le fait parce qu'on se dit ça peut servir plus tard, quoi, tu vois. Oui, dans le développement de l'artiste et tout ça. Oui, et puis comme c'est une passion, comme c'est un truc que j'aime, c'est ok de pas gagner d'oseille sur un truc, tu vois. Tant que je sais qu'à côté, on a quand même
un travail rémunérateur qui me permet de vivre, de manger, de payer mon loyer, etc. Ok, si j'ai le temps et l'énergie de pouvoir accompagner un humoriste, même si on gagne rien, c'est pas grave, quoi. Et au début, on va pas se mentir, début avec Florence, début avec Fanny, je gagnais que dalle. Hein. Mais finalement, avec le recul, je me dis, on a bien fait de faire ça, quoi. Personne gagnait d'oseille, mais ça a permis de mettre un pied dedans et d'avancer et d'être là où on est, quoi. Ça a développé aussi l'humour en Belgique, c'est sûr. Je veux dire, Fanny a fait beaucoup pour l'humour en Belgique, je pense. Oui, je suis assez d'accord. Ne serait-ce que montrer que c'est possible de faire ce qu'elle a fait, en fait. Bien sûr. Parce qu'elle est aussi très entrepreneuriale. Et du coup, le fait d'aller à Paris, de devenir chroniqueuse régulière, tout ça, on s'est dit, waouh, ok, en fait, on peut se bouger, quoi. Oui, mais c'est une bosseuse et je pense qu'elle a pas mal de points communs avec Guillaume aussi. C'est tous les deux des gros bosseurs et je pense que le travail paye. Et ça, c'est un peu un discours sarkozyste, mais je crois vraiment, en tout cas, que si tu es motivé, organisé et que tu en as envie, et que tu as du talent un peu aussi, parce que sinon ça marche pas. Mais je pense que tout ça mélangé fait que tu peux assez facilement atteindre des objectifs qui te permettent de vivre de ça si c'est ce que tu veux, quoi. Et après, il y a toujours un petit phénomène d'être au bon moment, au bon endroit, ou qu'on appelle de la chance éventuellement. Mais je pense que si tu fais tout bien, en tout cas tout dans l'ordre dont ça doit être fait, ça finit toujours par arriver, quoi. Le dernier projet que j'avais noté, parce que je suppose qu'il y en a encore plein d'autres avec lesquels tu travailles, mais j'ai sûrement en oublié, il y a l'échappée. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est le projet de Rudy qui ouvre sa salle à Saint-Gilles, au bout de la rue ici, hein, juste à côté. Donc c'est vraiment un bon endroit, Saint-Gilles, je vous conseille. Alors moi, je ne suis pas vraiment impliqué dans ce projet, mais ce qui est certain, c'est que j'y programmerai des artistes, quoi. Parce que c'est très compliqué de trouver des jauges intermédiaires à Bruxelles. Tu peux trouver des comédie clubs, donc comme le Kings par exemple, avec des jauges en dessous de 100. Et puis au pire, si tu trouves pas, tu peux la créer toi-même. Tu loues une salle, tu mets des chaises et une petite sono. Tu peux faire des petites jauges. Et ensuite, tu as le Théâtre de la Toison d'Or qui fait 200 places, 220 pour être précis. Et ensuite, après, tu n'as plus vraiment grand-chose jusqu'à Oudergame qui fait 600, tu vois. Oui. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'une salle entre 100 et 500, donc des jauges intermédiaires, c'est un truc qu'il n'y a pas. Et donc, je suis ravi qu'il y en ait une nouvelle qui arrive, quoi. Alors, en quelques années, le milieu de l'humour, il a complètement explosé en Belgique. Comment tu vois l'avenir du stand-up en Belgique ? Est-ce que tu penses que ça va continuer sur cette explosion ou à un moment donné, ça va saturer, ça va se calmer ? Comment tu vois un peu l'avenir du stand-up belge ? Alors, c'est difficile à dire, mais moi, ce que je crois, là, il y a beaucoup de gens. Enfin, tu vois, c'est devenu, je ne vais pas dire une mode, mais il y a beaucoup de gens qui font du stand-up maintenant. Tout le monde et n'importe qui monte sur scène. Et comme je te disais tout à l'heure, souvent à cause de vous, souvent à cause des humoristes qui disent à leurs potes, à leurs meufs, à leurs cousins, vas-y, monte sur scène, tu vas voir, c'est trop bien et tout. Et puis finalement, on se retrouve avec plein de gens, des gens pleins de talent, des gens moins talentueux. Moi, ce que je crois qu'il va se passer, c'est qu'à un moment donné, des gens qui vont faire le deuil de la scène et qui vont se consacrer à l'écriture. Enfin, en tout cas, c'est mon souhait. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je pense que c'est ce qui devrait se passer. Il y a des gens qui vont se dire, ok, moi, je suis peut-être pas à l'aise sur scène, j'arrive pas à jouer, mais j'ai des idées, j'écris bien. Ok, j'écris pour d'autres. J'ai l'impression que pour l'instant, les gens ont encore ce besoin d'être dans la lumière et c'est un petit deuil de se dire, ok, j'abandonne la visibilité et j'écris pour d'autres. Il y en a qui le font, mais très peu, je trouve, par rapport à d'autres pays. Oui, c'est rare. Et par rapport à d'autres, par exemple en musique, t'as plein de producteurs qui font plein de sons pour plein de gens très connus, mais qui n'ont pas besoin d'être mis en avant, tu vois. Et je pense que c'est vers ça qu'on devrait aller et qu'on aura de plus en plus d'auteurs et peut-être moins de gens sur scène. Parce que voilà, je trouve qu'il y a des gens très talentueux mais qui jouent pas forcément bien. Il y a des gens qui jouent très bien mais qui n'ont pas forcément le fond ou la manière. Et je pense qu'au lieu que chacun fasse son truc de son côté et c'est pas satisfaisant à 100%, je pense que si tu mets des gens ensemble, quelqu'un qui écrit très bien, quelqu'un qui joue très bien, si tout le monde fait un peu le deuil de sa fierté et se dit ok, peut-être je peux bosser avec quelqu'un pour l'écriture ou peut-être je peux écrire pour quelqu'un d'autre, là tu peux arriver à un truc, une espèce de super Saiyan avec un résultat beaucoup plus prolifique. Mais je pense que c'est pas encore maintenant que ça va arriver, je pense que ça va prendre encore un peu de temps pour que les gens acceptent ça. Mais en France par exemple, je trouve qu'il y a déjà beaucoup plus de co-auteurs qu'à Bruxelles, quoi. Pour l'instant à Bruxelles, tout le monde veut faire son truc tout seul et a beaucoup de mal. Après, on est bienveillant, comme je te disais, on a plein de potes qui prennent des cafés ensemble et qui se disent tiens, vous trouvez ça marrant ? Non, moi je mettrais plutôt ça. Mais c'est pas encore... c'est des potes qui discutent ensemble. Oui, c'est pas professionnalisé, quoi. Alors qu'à Paris, tu as des co-auteurs qui ne montent pas sur scène, mais qui écrivent pour plein de gens, quoi. Qui écrivent pour des émissions de télé, pour des chroniques radio, pour des humoristes sur scène, et qui restent chez eux et qui taffent, et qui font juste du texte. Et c'est OK. Oui. Et je pense que ça, c'est un métier qui manque encore un peu chez nous, et je pense que ça va vers ça. D'ailleurs, en Belgique, j'en connais très très peu. Pour même fréquenter beaucoup d'humoristes, pour avoir discuté dans plein de podcasts, quasiment tous mes invités écrivent l'entièreté de leurs textes ou ont eu des potes avec qui ils ont travaillé. Je pense, à part Dan Gagnon, que je connais, qui travaille avec des artistes vraiment, c'est des commandes d'auteurs. Je pense que c'est le seul de mes invités. Je sais que Lorenzo Mancini
Fais des relectures. Fais des relectures, Ouais. fais parfois du travail de, comme tu disais un peu tout à l'heure, de repuncher des textes. Je vais d'ailleurs travailler avec lui demain sur mon spectacle pour essayer d'améliorer un petit peu, parce que je pense qu'il y a trop d'ego de mon côté aussi, de travailler dans mon coin. Oui, mais je pense vraiment que c'est un problème d'ego de base, et qu'après, à un moment donné, il faut lâcher du lest et se dire, ok, je me fais aider pour ça, quoi. Tu sais, on se fait aider pour plein de trucs dans la vie, et pourquoi ce truc-là, on essaie de le garder que pour nous et se dire, je peux y arriver tout seul. Il n'y a pas de honte à bosser avec quelqu'un qui va juste te donner des idées, tu vois. Non, c'est sûr. Et ça veut pas dire qu'il va dénaturer ton taf ou mettre sa patte dans ton travail. Ça veut juste dire que lui, il va t'ouvrir des portes que toi, t'avais peut-être pas ouvertes parce que tu pensais pas, quoi. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit aller pour faire monter le niveau encore, quoi. Même si on a un très bon niveau et que je suis vraiment très fier d'être belge et de l'humour bruxellois. Et belge en règle générale, d'ailleurs. Mais Dan Gagnon, il vient du Canada, tu vois. C'est peut-être quelque chose que pour lui, c'est plus naturel parce que là-bas, ça se fait, quoi. Puis il y a Lisa aussi qui bossait avec Fanny pour ses chroniques. Oui. Donc Lisa aussi a une capacité d'écriture qui est très forte. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient écrire pour d'autres et se dire peut-être moi je suis pas fait pour la scène et c'est pas grave, tu vois. J'allais justement te demander dans quel domaine le stand-up belge doit encore progresser. Donc il y a cet aspect-là. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose? Parce que maintenant il y a de plus en plus de lieux pour jouer. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup maintenant. Peut-être trop. Peut-être trop. J'ai l'impression que tout d'un coup là, sur les 2 dernières années, il y a eu tellement de plateaux, et je te dis ça en partant du principe que j'en fais moi aussi. Mais il y a eu beaucoup de plateaux, parfois dans des conditions vraiment déplorables, dans des trucs foireux, où tu es mal payé, où il n'y a personne, où de la sono craque. Et je pense que ça va se réguler un peu tout seul. Tous les lieux un peu pourris vont disparaître. Et tous les lieux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu avec un public, une qualité, une infrastructure, etc., resteront, quoi. Et donc ça, je pense que ça va s'aligner tout seul, quoi. Mais après, niveau qualité, je pense qu'on a beaucoup de chance. Tu regardes la Belgique francophone, on n'est quand même pas des millions, tu vois. Et on a quand même un résultat impressionnant. Enfin, tu vois, il suffit de regarder tous les artistes belges qui partent à l'étranger, tous les artistes belges qui réussissent très bien en Belgique, parce que tu n'es pas obligé de partir à l'étranger pour réussir. Hein. Tu peux aussi faire que jouer en Belgique, mais faire des salles de 2000 places, tu vois. Donc je pense qu'on a vraiment... et je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est pour ça qu'on a toujours eu beaucoup d'autodérision. Enfin, tu sais, tout le monde dit les Belges sont sympas et tout. Et je retrouve un peu ça aussi quand je vais à Genève. Je trouve que les humoristes suisses sont aussi assez forts et assez... se prennent pas trop la tête. Et pareil à Montréal, ça tu connais mieux le sujet que moi parce que tu y as vécu plus longtemps, mais je trouve qu'il y a un truc différent que ce qui est à Paris, où à Paris c'est quand même beaucoup plus tendu, il y a beaucoup plus de... Concurrence. Ouais, tu sens que tout le monde se tire un peu dans les pattes. Même les comédie clubs entre eux, ils ont des clans. Enfin, c'est pas... Et assez souvent, quand les humoristes français ils viennent chez nous, tu sais, on essaie de leur caler. Quand c'est des humoristes débutants, ou en tout cas jeunes, je pense par exemple quand Louis Chappé vient, on essaie de lui caler des plateaux sur 4-5 jours, il joue son spectacle, le dimanche on va jouer au foot tous ensemble. Enfin, tu vois, il y a un truc qui fait que, je veux pas dire c'est une grande famille, parce qu'on dirait Michel Drucker et on sait que c'est pas toujours la vérité, mais je veux dire, il y a une bonne entente et on essaie toujours d'aider les gens qui viennent, quoi. Et je suis pas sûr, j'ai pas vraiment d'expérience là-dessus, mais que si un jeune humoriste belge part à Paris, il va être accueilli par les Parisiens et que tout le monde va l'aider à faire un maximum de plateaux, tu vois. J'ai l'impression plutôt qu'ils vont se dire, tiens, on veut encore un de plus, laissons-le bien sur le côté, qu'ils viennent pas nous prendre notre place, quoi. On a déjà parlé dans le podcast, par exemple, dans l'épisode avec Sarah Lélé et Salim Chedi, qui eux qui disaient par exemple qu'on en faisait trop. C'est quand on a un humoriste. On est trop gentil, tu veux dire? Trop gentil dans le sens où quand tu as un humoriste de Paris qui vient, on se démène pour qu'il joue un maximum d'endroits dans des bonnes conditions, qu'il joue plusieurs fois par soir. Et ils se disent, quand on va à Paris, on n'a pas ça, quoi. Ouais, mais moi, je suis d'avis de dire que tu le fais pas pour avoir l'inverse, tu vois. Juste, faut se rappeler que nous, on est les gentils, on est dans la bonne équipe, on fait ce qu'on nous on trouve normal. Si après les gens en face le font pas, c'est leur problème, quoi, tu vois. Donc moi, si je peux aider des artistes, Camille Lorente, très bon exemple. Moi, je la suivais pour ses vlogs il y a genre longtemps. Elle a commencé à faire du stand-up. Elle a fait une story en disant ouais, je vais peut-être venir jouer à Bruxelles. Vous avez des lieux et tout. Moi, j'ai contacté à gauche à droite le What the Fun, etc. On lui a trouvé des plateaux. Et j'ai pas fait ça pour avoir autre chose en échange, parce que, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'elle pouvait me proposer d'autre? Elle allait pas me faire jouer à Paris, je joue pas. Et puis finalement, ça a marché de mieux en mieux, son stand-up. Et là, elle revient. Et du coup, c'est moi qui gère ses dates en Belgique. Du coup, tu fais ton taf, tu rends service. Et peut-être il se serait rien passé derrière, mais là, ça a marché, tu vois. Donc, je pense pas qu'il faille toujours faire quelque chose en attendant la même chose de la personne, tu vois. Tu fais les trucs parce que tu les trouves justes. Et s'ils le font pas en face, tant pis, c'est pas grave, quoi. Moi, je le fais souvent, du coup, avec les humoristes québécois
quand ils viennent, que je connaissais. Quand c'est des gens que je connais pas et qui me demandent, là, je trouve ça plus bizarre de... Oui, bien sûr, après, il faut pas aider tout le monde. J'allais dire, t'es pas l'abbé Pierre, c'est un mauvais exemple, mais Mauvais t'as compris, exemple, ouais. t'es pas Mère Teresa, quoi. Mais j'essaie de le faire pour les humoristes que j'aime bien. C'est juste, allez, tu viens jouer en Belgique, j'ai envie qu'ils se disent, on est bien en Belgique. Bah oui, mais c'est exactement ça. Et moi, je suis assez fier de leur montrer, regardez, nous, en Belgique, on est cool, on se tire pas dans les pattes. Si on peut rendre service, on le fait. On est des potes et c'est cool, tu vois, c'est une bonne ambiance. Et essayons de garder ça le plus longtemps possible. Probablement qu'à un moment, ça n'arrivera plus. Parce que je pense que, comme dans toute évolution, peut-être qu'à Paris, au début, tout le monde était cool aussi, tu vois. Mais à force d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus de lieux, de plus en plus de trucs, la concurrence devient de plus en plus violente. Et pour l'instant, on est préservé de ça. Espérons que ça dure le plus longtemps possible, tu vois. Mais je pense être revenu sur pas mal de choses par rapport à ton métier. Je pense qu'on a expliqué ce que tu faisais, il me semble. On va terminer avec l'interview name dropping, que tu adores. Je vois déjà que tu es très à l'aise avec cette partie. Ouais, tu sais bien que je risque de ne pas répondre. Il y a des parties que je sais que tu ne vas pas répondre, Okay. mais c'est pas grave. Le but, c'est aussi que tu puisses donner des petits compliments à chacun. Okay. La première partie, c'est je te demande de me dire un humoriste pour chaque catégorie. Québécois, français, suisse, qui tu veux. Ok, alors je propose qu'on mette une règle qui est on enlève tous les humoristes avec qui je travaille. Ok. Comme ça, au moins, on vexe personne, quoi. On voit la personne diplomate. Comment je peux te dire mon humoriste belge préféré alors que c'est mes potes avec qui je bosse, je peux pas choisir qui je préfère dans mes potes, c'est pas Ça possible. marche. Quoi. Et comme ça, ils ne se vexent pas, eux, de ne pas les avoir, que tu ne les aies pas cités. Bon, je pense pas qu'ils les vexeraient, mais j'ai pas envie de devoir choisir, quoi. Ça marche. Donc je dois dire mon humoriste préféré par pays, c'est ça? Non. Pour chaque catégorie, un humoriste, mais peu importe son origine, ce qu'il fait, peu importe. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Sans compter ceux avec qui je travaille, rappelons-nous bien de tout ça. Hakim Djemili. Ok. En fait, on a fait Montreux l'an passé. Enfin, on a fait Montreux. J'avais des humoristes qui étaient sur son plateau, sur son gala, et j'ai trouvé qu'il était vraiment très cool, il prenait vraiment soin de tout le monde. Il était très marrant, très gentil. Ouais, j'ai été surpris par la gentillesse de ce gars, quoi. Je pense que c'est vraiment un des plus sympas. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux. Alors, ça risque d'être la réponse à beaucoup de questions, mais Virginie Fortin, elle arrive toujours à te faire croire qu'elle va aller dans une direction, et puis en fait, elle va complètement ailleurs. Et non seulement ce qu'elle dit est très drôle, mais en plus, tu te rends compte qu'elle t'a transporté pas du tout vers où tu pensais, donc t'es surpris 2 fois, quoi. Oui, j'avoue, les 2 spectacles, donc Du bruit dans le cosmos et Mes sentiments, exceptionnels les 2, quoi. Ouais, mais incroyable. Et Mes sentiments, je l'ai vu un paquet de fois, parce que déjà, je l'avais on m'avait envoyé la capta, et puis en plus, je l'ai vu en vrai, parce qu'on a fait pas mal de dates. Et à chaque fois, je restais dans la salle jusqu'au bout, alors que j'aurais vraiment pu aller faire autre chose, tu vois. Parce que bon, quand tu produis 10 fois le même spectacle, une fois qu'il est lancé, tu vas en loge et tu bosses, ou tu lis un livre, ou tu fais autre chose. Mais là, à chaque fois, je reste dans la salle, quoi. Très, très fort. L'humoriste qui joue le mieux, celui qui vend le mieux ses blagues via son jeu. Alors, du coup, on part sur des humoristes qui font des personnages pour moi. Et Kominek, je trouve, il est vraiment très fort pour ça. Ok. C'est vraiment un des spectacles de cette année, hormis les gens avec qui je travaille, qui m'a fait le plus rire. Et je trouve qu'il arrive à switcher de perso juste en faisant un petit accent, et sa tête change, et tout de suite, t'es sur autre chose, quoi. Et ouais, je trouve qu'il gère ça très bien. Moi, je vais voir Benjamin Tranier dans un peu oui, le même... j'aimerais beaucoup le voir aussi. Je vais le voir la semaine prochaine. Oui, c'est jeudi. Ouais. Je suis pas là. Mais... Oui, j'aurais adoré le voir. C'est mon cadeau de Noël de mes belles-sœurs, si elles écoutent. Merci beaucoup. Merci à elles. C'est un très beau cadeau. Toujours m'offrir des spectacles, c'est toujours une bonne idée. J'en offre aussi beaucoup, du coup, mais moi, je triche un peu. Oui. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Quelqu'un soit que tu connaissais pas et qui est super fort, ou quelqu'un que tu connaissais déjà mais qui est revenu avec quelque chose de nouveau ou qui t'a surpris. Alors, il faut savoir que j'ai été juré sur quelques dates du Next Prince, et il y a un humoriste qui s'appelle Tadzio. Oui, qui était en finale cette année-ci. Oui, mais qui n'était pas humoriste en fait. Avant le concours, il n'était jamais monté sur scène, et j'ai trouvé qu'il était... tu sentais qu'il n'avait pas forcément les codes, et que donc du coup, il faisait ce qu'il a envie de faire, quoi. Et si tout d'un coup, il se mettait à hurler en parlant sans raison, ça lui semblait OK, et ça semblait OK à tout le monde. Et il s'est retrouvé en finale, donc pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'humour, qui n'a jamais fait de stand-up, je trouvais que c'était un bel exercice et un bel effort, quoi. Et il a perdu en finale, mais j'étais pas là, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'imagine qu'il a quand même proposé quelque chose de très cool, quoi. J'ai pas encore vu, j'ai juste vu qu'il était en finale. Mais je sais même pas s'il joue. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu sur les plateaux, je ne sais pas. Ce serait trop bien qu'il vienne juste faire le concours et puis qu'il disparaisse, c'est fini, quoi. Il revient l'année prochaine. Oui, c'est ça. Il revient quand il gagne, mais en fait, il joue jamais, quoi.
Ouais. Après, en finale, il y avait aussi Hugo Colombo qui est vraiment Oui, très bien fort. sûr, mais il était déjà en finale l'an passé. C'est vrai. Donc bon, quand t'es 2 fois en finale, c'est qu'à un moment donné, t'es au bon endroit, quoi. Mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais tu as été plusieurs fois jury. Donc, tu l'as dit pour le Next Prince, tu l'as Oui. été pour le Festival Namur is a Joke. Ouais. Est-ce que c'est un rôle que tu aimes prendre, que tu as aimé faire? Non. Ok. En fait, je le ferai plus. Ok. Là, ils m'ont demandé pour Namur, j'ai décliné. En fait, le problème, c'est que je suis trop dans ce milieu et donc il y a beaucoup de gens qui participent que je connais et parfois très très bien, tu vois. Mhm. Et donc, c'est difficile pour moi d'être impartial et souvent, les gens que je connais, ils jouent des trucs que je connais, que j'ai déjà entendu 100 fois et donc je vois encore plus si jamais il y a un truc qui va pas. Et donc, c'est pas agréable comme sensation, quoi. Ok. Par contre, c'est très chouette de voir parce que du coup, ça me permet de voir plein de nouveaux humoristes, tu vois. Mhm. En étant juré au Next Prince, j'ai vu plein d'humoristes que je connaissais pas et qui étaient très marrants. Donc je pense que je continuerai à aller voir les concours, mais plus à être juré parce que j'ai pas envie de devoir prendre des avis ou de donner des avis là-dessus, quoi. Bah, d'ailleurs, je vais régler mes comptes parce que pas du tout, pas du tout. Parce que tu as été jury, mais je vais pas faire ça. J'ai pas envie de savoir ce que tu as voté. Alors vraiment, je me souviens pas, mais je peux te retrouver les feuilles quelque part, ouais. Non, s'il vous plaît, non. Comme si j'étais assez organisé pour avoir des feuilles, quoi. Et ben maintenant, je vais te demander de choisir entre 2 humoristes et de me dire lequel des deux te fait le plus rire. Alors vraiment, le seul critère, c'est lequel te fait le plus rire. Ça veut peut-être dire qu'il y a 1% de plus qui te fait plus rire. C'est vraiment qui te provoque. Le rire, c'est pour essayer de trouver quelque chose qui est plus ou moins objectif. Mais c'est des gens avec qui je travaille, du coup. Il y a les deux. Oh là là. On va essayer. Ouais, on va essayer. Après, dans le pire des cas, pourquoi je fais ça, c'est pour aussi complimenter 2 artistes. Ouais, pour foutre la merde, quoi. Aussi. Entre Roman Fressinet et Yacine Bellous. Ok. Roman Fressinet. J'adore Yacine, j'adore l'absurde. Je le trouve très fort. Enfin, tu sens que il force pas, quoi. Tu sens que ça coule tout seul, quoi. Mais je préfère Roman parce que il est arrivé, j'allais dire en même temps que moi, mais disons qu'en gros, c'est par lui que j'ai aussi découvert le stand-up moderne, entre guillemets, avec ses vidéos, etc., quand il était encore à Montréal. Et donc, du coup, il y a un peu une affinité. C'est plus un humour qui me fait marrer parce que j'ai l'impression qu'on est plus sur la même longueur d'onde, quoi. Entre Guillermo Guise et Marina Rollman. Alors là, ça devient compliqué parce que Guillermo, c'est un des mecs qui me fait le plus marrer au monde. Ok. Et Marina aussi. Sauf que c'est pas un mec, mais t'as compris, quoi. C'est difficile de te dire lequel des deux me fait le plus rire. Je vais dire Guillermo parce que Marina, ça fait longtemps que je l'ai plus vu jouer. Et Guillermo, j'ai vu ses 2 derniers spectacles là. Enfin, il y avait Ozzy plus le dernier. Et ouais, non, Guillermo. Ok. Entre Florent Lausson et Gaëtan Delferrière. Voilà, là, c'est le moment où je peux plus te répondre. Mais ils me font tous les deux beaucoup rire. Ils ont un humour aussi absurde tous les deux, un peu dans la veine de Yacine, finalement. C'est pas pour rien qu'ils font souvent ces premières parties, hein. Oui, c'est vraiment deux très grands fans de Yacine. C'est un peu Ouais, mais ça se sent dans leur humour, mais ils ont quand même réussi à faire... leur patte à eux. Ouais, ils ont adapté vraiment à leur personnalité, et ça c'est très cool. Mais je ne choisirais pas du tout entre les deux. Entre Paul Mirabel et PE. Je peux pas non plus choisir entre les deux, mais je peux dire... d'abord, PE, c'est mon pote, il est extrêmement drôle, il a cette capacité à être vrai, tu vois. Tu sens que c'est une vraie personne, tu sens qu'il est comme ça dans la vraie vie, quoi. De plus en plus. Ouais, et c'est pas pour rien qu'il passe plus de temps après le spectacle avec les gens que sur scène, c'est parce que vraiment, il aime ça, et les gens lui rendent bien. Enfin, ouais, c'est vraiment un mec qui a... Il est aussi drôle n'importe où, quoi. Tu le mets n'importe où, il te raconte n'importe quoi, il te raconte même un truc qui lui est pas arrivé, mais qui t'est arrivé à toi, et il arrive à te faire rire. Enfin, il a ce génie comique, quoi. Et Paul, lui, c'est un bosseur de ouf. Enfin, je me souviens de ces histoires où il faisait genre 5-6 plateaux le même soir en trottinette pour affiner un mot dans un passage de 10 minutes, tu vois. C'est un bosseur de ouf qui a été propulsé à une vitesse incroyable sur les plus grandes scènes. Là, il y a une tournée des Zéniths qui arrive, etc. Donc c'est incroyable. Et il est quand même resté toujours... il est adorable, quoi. Il est trop gentil, ce gars. Et tu sens que c'est un vrai gentil, tu vois. Tu sens que c'est pas genre le mec qui fait semblant d'être sympa. Donc voilà, ce sont 2 très bonnes personnes, très drôles. Entre Alba et Mélanie. Elles ont vraiment le même cerveau, donc je ne vais pas du tout prendre de décision entre ces 2 personnes que j'aime. Entre Lisa Delmoitier et Ino Gip. Non, mais arrête-toi tout de suite. C'est bon, on va arrêter. Parce qu'après, il y avait Fanny Ruet et Florence Mendes. Mais voilà, allez, je peux la pas famille. Comme si tu me demandais si je préférais lequel de mes enfants, tu vois, il n'y a pas de réponse, quoi. Mais la dernière question que je pose dans chaque épisode, c'est qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans un prochain épisode ?
Un humoriste ou quelqu'un comme toi qui travaille dans le milieu de l'humour et que ça pourrait être intéressant de recevoir? En termes d'humoriste, t'as déjà eu beaucoup de monde. Hein. Ouais. Non, mais je pense effectivement que... Alors, Roman Frécinet, pour te faire plaisir et que tu arrêtes de le harceler, ça, je pense que c'est la réponse la plus adéquate. Et ouais, Paul, ce serait trop cool. Ouais. Parce que je pense qu'il a beaucoup de trucs à raconter. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il a plus fait de podcast. Ouais, je pense que ça pourrait aussi aider les gens à comprendre, tu vois, tout le parcours qui est arrivé avant Montreux et que on n'ait pas l'impression qu'il est arrivé là par coup de bol, quoi. En off, tu me parlais d'Alexandra Henry. Oui, je pense qu'Alexandra Henry, elle a pas mal de trucs à raconter qui peuvent être intéressants pour tes auditeurs. Elle est là depuis un moment. Elle a vécu pas mal de trucs avec Juste pour rire, avec plein de gens. Et là, elle donne des formations et elle est coach artistique. Elle fait de la mise en scène. Donc, elle est aussi très complètement différente de moi parce qu'on fait pas du tout la même chose. Mais elle est aussi, elle a un éventail assez large de ce qu'elle fait. Et donc, je pense que ça pourrait être très intéressant. Je pense que la difficulté, c'est que je sais moins ce qu'elle fait. Et du coup, à préparer, plus compliqué. Ici, aujourd'hui, ouais, mais je pense que tu lui poses 2 questions et tu la laisses parler. Ok. Et elle va pouvoir t'expliquer ce qu'elle fait et te dire comment elle l'a fait et d'où ça vient et à quoi ça sert. Et vraiment, je pense que ça peut être très intéressant, surtout parce que je pense que tu es écouté aussi par pas mal de jeunes humoristes qui se posent pas mal de questions sur quoi faire, comment avancer, vers quoi se diriger, etc. Et qu'elle a pas mal de clés pour ce genre de choses. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Écoute, de rien, avec plaisir, et je vais te resservir un coca. Ça marche. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.